dans le premier livre coécrit auquel j'ai participé, Nos Amours radicales, on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'un public de femmes hétéros en couple avec des hommes et féministes et qui venaient nous voir et qui nous disaient voilà, comment faire pour que mon mec s'intéresse à ce qui m'intéresse, s'intéresse aux enjeux féministes, s'intéresse à moi, ce qui me touche, aux répartitions voilà, des travaux ménagers, etc. Bref, et en fait, quand tu déroulais la discussion, au bout d'un moment, c'était comment faire pour que mon mec s'intéresse vraiment à moi. Et c'était un peu, tu vois, toujours ce truc d'essayer de les convaincre, de convaincre les hommes de s'intéresser à elles, de s'intéresser à ce qui les intéresse, etc. Alors que la question, c'est pourquoi ils ne s'y intéressent pas. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème des hommes prétendument hétérosexuels. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Léane Alestra. Bonjour Léane. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et te définir pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, du coup, je suis Léane Alestra. J'ai fondé le média Mécréante qui maintenant appartient au média Manifesto 21, qui est un média queer, LGBT et féministe, tout ça. Et moi, j'ai écrit le livre Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment, qui est paru chez JC Lattès en mars 2023. Et j'ai fait aussi des études de genre à Paris 8. Et à côté, je suis aussi illustratrice, donc voilà. Mais on fait plein de choses, mais principalement aujourd'hui, j'écris. Voilà, autour des questions de genre. Est-ce que tu veux dire où tu habites et quel âge tu as? Oui, j'habite à Aubervilliers, mais je viens de la région bordelaise et j'ai 25 ans. Merci Léane. Dans mon podcast Sologamy, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission tous les mardis. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'hétérosexualité, plus précisément de la contrainte à l'hétérosexualité et de l'homophobie masculine. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Tu l'as dit, c'est le titre de ton livre. Pourquoi couchent-ils avec des femmes alors qu'ils préfèrent leur père masculin? Pourquoi se montrent-ils homophobes dès que nous pointons leur bromance? Pourquoi quitter l'hétérosexualité est-il libérateur pour tout le monde? On va se poser ces questions et y répondre dans cet épisode. Mais d'abord, je voulais te poser les questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire? Pour moi, ça veut dire un moment d'aventure, de liberté, de champ de possibilités et voilà. Enfin, c'est super. Est-ce que toi, t'es célibataire? Est-ce que t'as souvent été célibataire dans ta vie? Non, là, je suis en couple depuis 3 ans presque avec une femme. Et j'ai été très souvent célibataire. J'ai eu que 2 relations un peu longues dans ma vie. Et c'était très bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé mon célibat. Et t'as toujours été bien avec ton célibat? Est-ce qu'aujourd'hui, tu relis bonheur et couple ou pas du tout? Non, pas du tout. Puis en fait, je me suis vraiment mis en couple parce que, enfin, je suis vraiment tombée amoureuse, mais c'était pas du tout prévu. Enfin, je voulais pas du tout me mettre en couple à ce moment-là. J'avais vraiment hyper envie d'explorer, de voir plein de choses et tout. Et ça nous est un peu tombé dessus. Mais du coup, c'est très bien. Mais c'était pas quelque chose que je recherchais particulièrement. Et c'est jamais quelque chose que j'ai recherché particulièrement. Et aujourd'hui, tu te définis comme lesbienne? Oui, Ok. Est-ce que la solitude, c'est important pour toi? oui, très important. J'en ai vraiment besoin. Oui, toujours. Et comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui? Je sais que tu as passé une année très active avec la promo de ton livre. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es fatiguée? Ouais, je suis un peu fatiguée, mais comme tout le monde, je pense que c'est vraiment au-delà de ma personnalité. Je crois que l'époque est fatigante, l'époque est usante pour beaucoup de gens. Et c'est un peu, tu vois, j'essaie de tenir ces discours de il faut. Enfin là, je précise pour les auditeuristes qu'on enregistre, on est en février, donc on est un peu à la fin de l'hiver, etc. Mais j'ai toujours un peu ce truc de chercher la joie, chercher à inventer nos espaces et tout. Mais en fait, ça demande beaucoup d'énergie. Et là, je sens que je suis fatiguée. Et moi qui suis d'abord un peu toujours le rôle du bout en train, du moteur et tout. Mais moi, je commence à un petit peu fatiguée. Mais c'est qu'il faut un peu de vacances aussi. Et puis après, ça ira mieux. Voilà. Mais je pense que c'est aussi une stratégie de la politique de faire beaucoup d'annonces très déprimantes pour qu'on puisse courir plus aller partout et qu'on soit un peu. Enfin, c'est la stratégie du choc, quoi. Voilà. Et ça m'embête quand même pas mal. Ouais, je pense qu'on est vraiment épuisé en cette fin d'hiver. Est-ce que
Tu vis en couple? Est-ce que ton couple, ça a une influence sur ta situation financière ou pas du tout? Oui, je vis en couple, mais au sein d'une colocation. Donc, on a une chambre toutes les deux, mais on est quatre dans la coloc, et j'aime bien ça parce que du coup, on a à la fois on peut avoir des moments pour nous, et en même temps, bah, si j'ai envie de plutôt parler avec mon coloc le soir, boire une tisane, manger avec d'autres gens, parler d'autres choses, c'est cool aussi, quoi. Voilà. Et pour le côté financier, le fait que vous soyez deux dans la même chambre, c'est peut-être moins cher aussi? Mais non, parce qu'on divise par quatre quand même pour que ça y ait pas un déséquilibre justement qui pénalise les célibataires. Donc voilà. Mais on a quand même en échange un peu plus de placards. Mais voilà. Ok, donc c'est pareil. Et comment tu vis ta sexualité en couple? Bah écoute, très bien. Moi, j'ai toujours eu, justement, vu qu'on parle de sologamie et tout, pour moi, ça a toujours été important d'avoir ma sexualité propre à moi, vis-à-vis de moi, et après, ma sexualité avec ma partenaire. Mais pour moi, genre, ma sexualité, c'est moi vis-à-vis de moi, et après, j'ai aussi une sexualité avec ma partenaire. Mais pour moi, c'est un peu deux choses différentes, quoi. Et j'ai toujours appris à être, enfin, non, en fait, j'ai appris ça assez tard, mais à être complètement autodépendante. Donc, c'est-à-dire que je ne dépends pas du plaisir de ma partenaire. Et d'ailleurs, normalement, on est en couple libre, mais en vrai, je te cache pas qu'on a grave la flemme. Donc, on n'a jamais fait autre chose, juste pas parce que on est bridé ou quoi, mais juste parce que bah, on n'a pas envie, quoi. On a envie de mettre notre énergie ailleurs. Et moi, c'est vrai que autant, enfin, j'ai beaucoup de chance parce que je pense que, enfin, c'est la femme de ma vie, quoi. Mais d'un autre côté, tu vois, genre, enfin, ça a jamais été mon goal et j'ai jamais centré toute ma vie sur l'amour et sur les relations. Ça a toujours été en mode, c'est bien si c'est là, c'est cool, mais c'est pas mon combat, quoi. Ce qui est paradoxal, vu que j'écris quand même beaucoup sur les relations sentimentales et tout, mais j'ai plutôt été la figure du Cupidon pour les autres. Mais pour moi, c'était un peu, je préfère mes amis, mes projets, enfin voilà. Donc t'étais limite surprise de tomber amoureuse, quoi. T'avais pas prévu? Ouais, ouais. Et surtout qu'en plus, chez les lesbiennes, ça va vite, donc elle s'était installée chez moi avant qu'on se mette officiellement ensemble, donc voilà. Et quand on s'est mis ensemble, j'ai rencontré sa famille une semaine après, enfin, les lesbiennes, quoi. Donc vous habitez ensemble depuis 3 ans, du coup. Ça se passe bien? Parce que vous êtes quand même dans la même chambre pour la solitude et tout, ça doit être compliqué. Non, mais en fait, elle était elle a habité chez moi pendant 3 mois parce qu'elle était entre deux appartements. Mais après, elle est retournée, et puis on a fait un an où on allait un peu chez l'une, chez l'autre, mais c'était compliqué parce que on passait notre temps à vraiment. Enfin, en plus, j'ai un chat, du coup, des fois, le chat restait tout seul et tout, donc c'était plus possible. Mais sinon, oui, pour le temps pour soi. Après, on a des horaires décalés. Elle est salariée, moi, je suis free, donc j'arrive quand même à avoir un peu de temps solo. C'est plus pour elle que ça pose problème, mais elle aime bien quand même être avec du monde, donc ça va. Et tu dis que tu bosses chez Manifesto 21, c'est ça? Ouais, on bosse tous, mais on n'est pas payé, quoi. Ah Enfin, ouais. très Donc tu bosses de chez toi, vous avez pas de bureau? Si, là, on est en résidence chez Artagon, donc il y a une résidence d'artistes à Pantin, mais ça finit fin avril, et après, il faut qu'on trouve d'autres bureaux. Voilà, et Marseille a aussi vient de trouver des bureaux, parce que Manifesto a la particularité d'être entre Paris et Marseille. Voilà. Trop bien. Est-ce que t'es sensible au regard des autres vis-à-vis de ton couple lesbien ou pas du tout? Non, vraiment pas du tout, je m'en fous. Vraiment. Voilà, après, juste, t'as la sensibilité de quand t'es en couple lesbien, des fois, tu te tiens la main dans la rue et t'es en mode, je suis trop une folle. Mais même ça me fait rire parce que ma copine, elle y pense jamais. Genre, elle est légèrement sur le spectre autistique et du coup, elle capte pas du tout. Enfin, elle a pas du tout ce truc-là. Et des fois, je suis en mode, non, mais t'as vu, on est trop des thugs, on s'est tenu à la main là et tout. Elle est là, ah bon, ça pose un problème, d'accord. Genre, enfin voilà. Donc ça va, en vrai, tout va bien. Puis j'ai eu de la chance que enfin, maintenant dans la famille, enfin de nos deux côtés, les familles sont acceptantes maintenant, donc c'est cool quoi. Ok, trop bien. Bah écoute, on va passer au thème du jour. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Aucun rapport avec ce dont on vient de parler, mais on va faire le lien. Je sais qu'on t'a déjà posé plein de fois la question. J'ai écouté plein de podcasts où tu y réponds, mais peut-être que les gens ne l'ont pas fait. Donc pourquoi as-tu écrit ce livre, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, publié par les éditions J.C. Lattès en mars 2023, donc il y a plus d'1 an? Alors pourquoi? Eh bien parce que dans le premier livre coécrit auquel j'ai participé, Nos Amours radicales, on s'est rendu compte qu'on avait énormément dans le public de femmes hétéros en couple avec des hommes et féministes et qui venaient nous voir et qui nous disaient
voilà, comment faire pour que mon mec s'intéresse à ce qui m'intéresse, s'intéresse aux enjeux féministes, s'intéresse bah, à moi, ce qui me touche, aux répartitions voilà, des travaux ménagers, etc. Bref, et en fait, quand tu déroulais la discussion, au bout d'un moment, c'était bah, comment faire pour que mon mec s'intéresse vraiment à moi. Et c'était un peu, tu vois, toujours ce truc d'essayer de les convaincre. De convaincre les hommes de s'intéresser à elles, de s'intéresser à ce qui les intéresse, etc. Alors que la question, c'est pourquoi ils ne s'y intéressent pas. Et de là, je me suis dit, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un paradoxe qui est finalement peu nommé et peu pointé tel quel, qui est qu'on demande aux hommes d'être à la fois hétéros, donc hétéro-romantiques, donc relationnés romantiquement avec des femmes, hétérosexuels, couchés avec des femmes, ce qui est le plus important, parce qu'il faut faire une démonstration de puissance sexuelle, euh, homophobes, donc c'est-à-dire montrer que on n'est pas une tapette, on n'est pas gay, ça c'est des choses qu'on entend dans la bouche des hommes aussi, des femmes qui disent des hommes s'ils sont des PD ou pas depuis l'enfance. Et en même temps, il faut être proche des hommes et rechercher leur validation. Donc, comment ça se fait que les hommes soient à la fois sexistes, hétéros, homophobes et cherchent à être dans une forme de boys club? Pour la plupart, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu en mode je suis loup célibataire, le seul de la meute, etc. Mais ils cherchent quand même, in fine, à plaire aux hommes qui tiennent haut en estime. Et je me suis dit, c'est marrant parce que ce paradoxe tel quel n'a pas été pointé comme ça. Et donc, c'est intéressant de se poser les questions d'abord des relations des hommes avec les femmes, puis des hommes entre eux, puis de qu'est-ce que les hommes disent aux politiques. Donc, le livre est articulé comme ça. Femme-homme, homme-homme, homme et politique. Et comment ça fait système, en fait. Voilà. Ouais, c'est un gros livre et moi je l'ai lu l'été dernier quand je traversais les Pyrénées à pied et ça m'a fait exploser le cerveau, surtout le début parce que je me suis rendu compte effectivement que, comme tu le dis, voilà, ils détestent les femmes et ils s'aiment entre eux et pourtant ils veulent coucher avec des femmes, ce qui n'a absolument aucun sens. Et vu qu'on est dans le podcast Sologamy, je voulais rajouter une question sur l'amour romantique. Est-ce que tu peux refaire l'historique de l'amour romantique? Depuis quand on fait une fixation sur l'amour hétéro-romantique? Pourquoi? Et quelle est la situation aujourd'hui? Oui, alors il y a déjà eu quelques petits trucs, genre au Moyen-Âge, amour courtois, enfin j'imagine que tu en as entendu parler, mais c'était surtout un amour homosexuel à la base, l'amour courtois entre deux chevaliers, donc plutôt homo-romantique parce qu'on n'a pas de traces de sexualité, mais juste de grandes amitiés, de grandes déclarations, etc. Puis après on a eu Tristan et Isolde, mais qui était un peu genre, bon c'est un peu de l'exception, et puis c'était un amour impossible parce que l'amour romantique moyenâgeux ne se vivait pas. L'amour courtois, il n'y a pas de relation sexuelle et du quotidien. Donc l'amour romantique du quotidien où il faut fonder un foyer, machin, et ça c'est incroyable, c'est extrêmement récent, ça date du 19e siècle. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est un mouvement contre-révolutionnaire. Pourquoi? Parce que du coup, on est après la Révolution française, on est après la Commune, donc on a vu des femmes révolutionnaires qui montent au créneau, qui font des trucs incroyables, et il faut les ramener à la maison. Donc une... euh, c'est pas une théorie du complot, c'est juste que voilà, il y a eu tout un courant littéraire romantique, du coup, le courant romantique qui demandait aux femmes enfin non, pardon. Il y a eu tout un courant littéraire qui est celui du romantisme qui dépeignait les femmes comme des créatures toujours malades, fragiles, qui sont torturées par leur amant et qui passent leur nuit à écrire des poèmes et du coup qui sont très cernées, toutes blanches. Enfin, c'est un peu aussi la gothique, enfin, c'est une esthétique un peu gothique, cheveux noirs, etc. Et donc, ces femmes-là, à l'époque romantique, comme par exemple Victor Hugo, avaient des maîtresses qu'ils enfermaient, qu'ils séquestraient littéralement dans des tours. Enfin, c'était vraiment ça, on est en plein réponse, mais sauf que c'est des femmes adultes et que c'est leur amant qui fait ça. Et donc, par exemple, l'amante de Victor Hugo n'avait pas le droit d'ouvrir son courrier sans Victor Hugo, n'avait pas le droit de s'acheter des trucs, n'avait pas le droit de sortir s'il n'était pas là pour lui ouvrir, et elle était vraiment séquestrée, quoi. Et donc ça, c'est l'idéal de l'amour romantique, ça vient de là. Et c'est aussi des valeurs bourgeoises. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie cherchait à se distinguer de la noblesse et des classes populaires en trouvant, en démontrant qu'elles avaient des normes et des valeurs beaucoup plus raffinés que les autres. Et donc, comme on croyait plus dans le clergé, on s'est dit, ben voilà, nous, ça va être l'amour romantique. Notre besoin de transcendance humaine va passer par l'amour romantique et on va exalter ça parce que nous sommes tellement raffinés, nous nous faisons la cour, nous nous aimons, nous nous choisissons, etc. Et donc, c'était une distinction de classe à la base. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui,
le sujet de l'amour, de est-ce que je couche ou pas, ça reste encore une préoccupation plus bourgeoise. Dans les classes populaires, c'est moins une préoccupation. Et ça, c'est resté, mais maintenant, c'est devenu hégémonique. Et puis, ça, c'est vachement, ça, ce qui est intéressant, c'est que plus les femmes se libèrent, donc, c'est-à-dire, plus il y a eu des vagues féministes, etc., donc droit de vote, droit d'avoir un compte bancaire, etc., et plus le socle de l'amour romantique devient important. Donc, c'est-à-dire avec Hollywood, ben, voilà, ça devient de la culture de masse, mais ça avait déjà commencé avec les romans. Et on voit aujourd'hui, maintenant, ça continue avec les réseaux sociaux, où par exemple, le mariage était un petit peu en perdition, et avec Instagram, le mariage a eu un énorme boom parce que sa mise en scène est devenue un peu un goal social. Et donc, on voit que tous les instruments de culture de masse permettent à cet impératif, à ce mythe de l'amour romantique de persister. Voilà. Ce que je veux juste préciser, c'est qu'avant, il y avait des gens qui tombaient amoureux, hein, avant le 19e siècle, bien sûr, mais c'est juste que c'était pas important socialement. On était plutôt valorisé parce qu'on était un bon chrétien, par exemple, ou parce qu'on travaillait bien. Voilà, ce qui était attendu des femmes, c'était avant tout qu'elles soient des travailleuses et qu'elles fassent bien tourner le foyer. Et donc, c'était juste que tout le monde s'en foutait. Très bien, t'étais amoureuse de Jacqueline, ok, mais enfin, c'était pas important. Voilà. Alors que maintenant, bah, la famille, une des premières questions, ça va être est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu es amoureuse? Y compris pour les enfants quand même. Enfin, dès l'enfance, on demande ça aux enfants, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour. Ouais, trop bien. Est-ce que maintenant tu peux nous parler des relations amicales ou dans le temps homo-érotiques entre les hommes? Pourquoi on est passé de société où les relations amoureuses ou sexuelles entre hommes étaient normales à une société homophobe, et comment on explique que les hommes aujourd'hui soient si proches les uns des autres sans coucher ensemble, soi-disant? Oui, donc on a eu tout un passé organisé sur la non-mixité et la séparation de sexe. Et donc, bah, par exemple, à l'armée, il y avait besoin quand même de développer un lien social entre les soldats pour qu'ils puissent avoir vraiment cœur à se défendre, parce que bah, forcément, quand c'est ton ami, quand c'est quelqu'un que t'aimes, et bah, tu vas te défoncer encore plus dans la guerre pour sauver ta peau, quoi, et celle de tes amis. Donc ça, c'était déjà un truc important. Donc on le voit déjà à l'époque antique, etc. Il y avait des bastions d'amants sacrés, etc. Donc c'était des couples, hein, en gros, de soldats hommes qu'on mettait pour qu'ils soient pour qu'ils se protègent l'un et l'autre. Donc tu vois, cette mentalité, je n'invente pas. Enfin, c'était des stratégies militaires, quoi. Et après, bon, déjà sur le monde entier. La dichotomie homme-femme, hétéro-homo, c'est pas du tout une donnée universelle et c'est pas du tout une donnée de tout temps, de tout lieu, tu vois. C'est juste que dans beaucoup de cultures, le mariage était entre un homme et une femme pour des questions de filiation et pour des questions d'héritage, mais tes sentiments et ta vie sexuelle et même le genre étaient complètement différents. Bah, déjà, encore aujourd'hui en Inde, il y a 7 genres différents, mais dans le monde, avant qu'on colonise 80% du globe, nous les Occidentaux, il y avait quand même des, des façons de se nommer et des sexualités qui étaient très différentes et pas du tout comme on l'imagine. Voilà, donc par exemple les Vikings, pour rester dans le côté occidental, les Vikings, on sait que ça y allait de tous les côtés et il y avait pas du tout, enfin c'était pas du tout grave, au point même que ça choquait les Romains, qui eux aussi avaient des rapports homosexuels, mais qui étaient plus cadrés en mode apprenant et appris, enfin etc. En fonction de l'âge, mais les Vikings pas du tout. Voilà, enfin beaucoup de soldats, comment ça s'appelle au Japon? J'ai un trou de mémoire. Les samouraïs aussi au Japon, hyper gays. Enfin voilà. Donc bref, en tout cas bon, on va juste dire pareil, Jésus, Palestine, toutes ces régions-là, il n'y avait pas du tout d'hétérosexualité obligatoire. Enfin ça n'existait pas quoi. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu ce cher Saint Augustin qui est encore aujourd'hui un des philosophes et théologiens du coup les plus importants et influençants et les plus influents du monde, qui lui avait un peu des problèmes avec sa daronne et qui cherchait à montrer à la base que le corps masculin, le corps des hommes, était supérieur à celui des femmes et que Dieu l'a voulu ainsi. À la base, il n'est pas chrétien, il s'est converti après la mort de son ami, très très proche, puisque quand on lit ce qu'il écrit dessus, il dit la moitié de mon cœur s'est brisée et est morte à jamais. C'était en gros, il dit pas c'est l'amour de ma vie, mais c'est un peu ça. Mais bon,
disons son ami, est mort, il a eu une énorme, enfin il est complètement dévasté, et donc il s'est converti au catholicisme. Et là, il voulait démontrer que l'homme est supérieur à la femme. Et donc cette théorie pour démontrer ça, c'était de dire l'homme ah non, oui. Oui, l'homme, il est supérieur à la femme parce qu'il est dur. Donc, il n'a pas de lait qui coule des seins, il n'a pas de sang pendant les règles, etc. Sauf qu'il y avait un petit hic à sa théorie, c'est que bah, il ne contrôlait pas ses érections. Donc, il était en mode, comment je peux dire que le corps masculin est super dur, etc. Si je contrôle pas mes érections. Et donc, bref, donc lui, il a inventé l'histoire du péché originel avec Adam et Ève qui existait avant, mais lui, il en a fait un truc en mode c'est réel, parce que les gens jusqu'à là considéraient que c'était une parabole un petit peu farfelue. Lui, il a dit non, 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 ça a vraiment existé, c'est un couple qui existe vraiment. Et encore aujourd'hui, aux USA, 50% des gens croient encore que Adam et Ève ont existé. Donc il a très bien réussi son coup. Et donc lui, il a dit que le péché d'Ève qui était ancré en elle, c'était celui de séduire les hommes et de souffrir à l'accouchement aussi. Donc ça, c'était sa peine. Et pour les hommes, la trace du péché d'Adam, donc la trace d'avoir croqué la pomme défendue, eh bien, c'est le fait de ne pas contrôler ses érections. Et donc, à partir de cette mentalité-là, qui est devenue plus petit à petit hégémonique dans l'Église, qui petit à petit prenait de plus en plus de place et d'importance, on arrive donc au XIIe siècle. Et là, au XIIe siècle, bah, on commence à se dire que si un homme séduit un autre homme, eh bien, il a le péché d'Ève en lui, donc il est une femme. Et c'est comme ça que ça commence à poser véritablement problème. Donc, pas merci Saint-Augustin. Voilà. Et ouais. Je vais pas en dire plus parce que là, c'est un peu flou. Enfin, je me souviens plus des détails et tout est dans le livre. Mais voilà, en gros, pour cette histoire. Et donc, il aurait mieux fait de régler ses problèmes avec sa mère, qui était visiblement très envahissante, plutôt que de faire chier tout le monde. Voilà. Ouais, totalement. Et donc aujourd'hui, on a des hommes qui ont des relations très fortes entre hommes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la bromance? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors déjà juste pour finir sur le truc des hommes entre eux, c'est que oui, du coup, donc on a tout cet héritage-là. Enfin, l'école mixte, ça fait quand même pas si longtemps. Le service militaire, ça fait quand même pas si longtemps. Et donc les hommes ont gardé un peu cette habitude, bah, je sais pas, par le rugby, par le foot, par juste la cour de récré, en fait, d'avoir un peu ces bandes d'hommes comme avant. Et donc, il faut vraiment comprendre que c'est un héritage historique sur des siècles où il y a eu bah, des établissements pour garçons, un entre-soi de l'homosocialité, comme on dit. Voilà. Et donc, la bromance, c'est un terme qui se développe dans les années 80-90 pour justement quand on est en pleine période du sida et donc en pleine stigmatisation des gays à leur paroxysme. Et donc, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'homosexualité est extrêmement mal vu, est extrêmement stigmatisant et stigmatisé. Donc, on va inventer le terme bromance pour montrer que deux hommes s'aiment, parce qu'il y a quand même romance dedans, mais que ce n'est pas sexuel. C'est ça, c'est on enlève la dimension sexuelle, et du coup, c'est vraiment un terme qui est homophobe en lui-même, parce que c'est dire on s'aime mais on n'est pas comme eux, on s'aime mais on n'est pas gay. Et donc, bromance, c'est assez intéressant parce que Judith Butler, qui est une philosophe du genre, dit que le premier tabou avant l'homosexualité, c'est celui de l'inceste, et là, on voit qu'il y a bro devant, donc le tabou de l'inceste vient faire un paravent au tabou de l'homosexualité. Donc le terme de bromance rend compte intrinsèquement de la théorie de Judith Butler. Et donc Parce que bromance, bro, ça vient voilà. de brother, Oui, de frère. brother, donc de frère, voilà. Donc ça veut dire le frère avec qui j'ai une romance. Mais comme c'est mon frère, on peut pas être gay, tu vois, c'est ça un peu le truc. Mais on s'aime parce qu'il y a romance. Donc tout un truc où ils se tordent le cerveau, mais du coup, voilà, pour dire on n'est pas comme ça. Et, voilà, donc ça vient de là, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans la... Et c'est une thématique qu'on a énormément dans la culture, donc on a beaucoup de couples de bros, beaucoup plus que de couples hétéros d'ailleurs à l'écran, ou de couples de femmes, de sœurs badass, etc. C'est vraiment un pattern, le bro, qui est extrêmement populaire, et dans à la fois le film d'auteur, la grosse comédie, ou les livres, enfin, c'est
omniprésent. Et avec même exactement les mêmes patterns qu'on a dans l'hétérosexualité, genre enemy from lovers, on a la même chose en bromance. Avec, par exemple, je prends l'exemple de Naruto, c'est exactement ça, enemies from lovers, lovers from enemies. Et donc, on reprend les mêmes narratifs que quand c'est un couple hétéro où ça finit, on se marie, on a des enfants, mais juste là, c'est deux mecs. Et juste ils couchent jamais ensemble, parce que c'est le monde est trop homophobe pour ça, mais voilà. Et du coup, ça permet à des ouais, ça permet à des mecs de garder la face. Et du coup, je mets dans le livre des exemples de gars qui disent, bah oui, moi, ma bromance, enfin, en gros, c'est l'amour le plus important, beaucoup plus que ma meuf. Parce qu'en plus, c'est reconnu socialement. La relation de bromance est extrêmement exaltée et valorisée dans notre société. Donc, c'est trop stylé d'avoir un bro. Et beaucoup de mecs rêveraient d'avoir un bro parce que juste, on a besoin de lien social déjà et on a besoin d'amitié, tout le monde, ça c'est normal. Mais aussi parce que c'est stylé, quoi. Voilà. Donc, euh, donc en fait, c'est pas un problème d'avoir un bro, sauf si c'est en mode pour dire je suis surtout pas comme les gays, ou alors si c'est pour enfin, pour manquer de respect à ta partenaire, par exemple, comme j'en mets des exemples dans le livre. Voilà. Ouais, puis je t'ai écouté dans des interviews, tu parles du forum jeuxvideo.com où il y a des Ouais. hommes qui, extrêmement sexistes, homophobes, ce forum, qui disent que ils ont des relations intimes avec d'autres hommes, mais comme ils se regardent pas dans les yeux, c'est pas homosexuel. Oui, oui. Non, mais il y a toutes les théories. Si on se touche pas les couilles, on n'est pas gay. Si on se regarde pas dans les yeux, on n'est pas gay. Mais déjà, rien que... Mais en fait, en plus, c'est extrêmement... jeuxvideo.com, c'est un site d'adolescents. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, fille comme garçon, enfin, n'importe quel genre, a déjà vécu des moments de troubles homoérotiques ou homosexuels parce qu'en fait, la plupart des gens vivent ce type d'expérience, puis après l'oublient, l'entérinent, et surtout se disent que ça ne compte pas. Et donc, des filles qui ont des rapports sexuels entre filles sous couvert de s'entraîner avec les garçons, c'est extrêmement courant. Et les garçons, c'est pareil, en fait. On va se faire genre qu'on découvre le porno ensemble et on va se masturber ensemble, par exemple. Et on va dire que c'est hétéro parce que c'est pour s'entraîner, parce que c'est pour après gérer avec les filles. Et donc il y a un peu toutes ces choses-là, mais on sent quand même, on sent bien qu'il y a un trouble. Voilà, donc on essaie, ces ados essayent de tracer une limite avec leur prisme, du coup sur jeuxvideo.com qui est assez sexiste et homophobe, quoi. Mais derrière ça, c'est bien un trouble qui est assez commun en fait. Et comment ils ont réagi, les mecs hétéros à la sortie de ton livre? Est-ce que t'as des réactions différentes? Oui, j'ai eu des réactions différentes. Alors déjà, il y a eu beaucoup de curiosité. Donc ça, c'était bien. Genre, toutes les librairies que j'ai fait ou les festivals, on m'a dit qu'il y avait jamais eu autant de mecs sur un sujet féministe qui se déplaçaient. Voilà. Donc en vrai, ça les intéresse parce que beaucoup voient tout de suite de quoi je parle. Voilà. Après, forcément, enfin, t'as les mascus surtout sur Facebook qui s'énervaient. Mais en fait, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Enfin, ça va. Je m'attendais à bien pire en vrai. Et en plus. Ouais, non, en fait, ça va plutôt attirer l'attention. Après, c'est soit ça attire l'attention, soit ça éveille la curiosité, soit ça déclenche tout de suite une réaction de haine. Genre, je me souviens, mon père m'a raconté que un de ses collègues, quand il lui a parlé de mon livre, parce que mon père était trop fier, il lui a dit, mais c'est un coming out enfin, en parlant de mon père, il était là, c'est un coming out que tu nous fais, t'as quelque chose à nous dire, c'est ça? Et tu vois, il y avait un peu ce truc de défensif, surtout entre mecs. Enfin, on m'a rapporté que entre mecs, c'était quand il parlait de ce livre, c'était en mode tout de suite justement cette défensive de quoi tu insinues que ma sexualité à moi. Et mon père m'a dit qu'il avait des amis limite qui en dormaient plus le soir et qui étaient là dans leur lit en mode qu'est-ce que ça veut dire, moi je suis hétéro. Alors que tu vois, c'est marrant, mais c'est quand même un titre universel et que ça les touche comme ça, genre certains à limite ne pas endormir de la nuit, c'est quand même fou. Ça montre que c'est une identité que l'identité de l'homme hétérosexuel est tellement fragile et tellement peu solide qu'il suffit de poser la question que personne n'avait posée pour que ça déclenche des choses, des réactions comme ça. Juste, je spécifie que le propos du livre n'est pas de dire que les hommes misogynes sont refoulés et sont misogynes parce qu'ils sont refoulés parce qu'elle refoule une homosexualité, pas du tout. Ça, ce serait assez homophobe comme discours, parce que ce serait faire poser la responsabilité du sexisme sur des personnes LGBT qui seraient au placard, en fait. Et c'est absolument pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre, c'est Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, et pas les hommes hétérosexuels. Parce que cette distinction est importante, parce qu'on parle
pas vraiment dans le livre de sexualité à l'état brut, mais on parle plutôt de désir au sens large, donc de désir de reconnaissance, de désir amoureux, de voilà, où va ton attention, où va ton désir, je veux dire, en termes d'attention et de ce qui compte pour toi, plus que une sexualité en mode est-ce que tu as envie de pratiquer des pratiques sexuelles gays? Enfin, c'est pas la question, quoi. Ouais. Et puis là, j'aimerais bien que tu parles du fait que t'as interrogé beaucoup d'hommes hétéros sur leur supposé désir pour les femmes, et t'as aussi interrogé des femmes lesbiennes et bi. Et du coup, quelles étaient les différentes réactions? Tu leur demandes qu'est-ce que vous aimez chez les femmes, qu'est-ce qui vous attire, et ils te répondent quoi? Alors déjà, pour les mecs, j'ai un peu scindé en deux. Donc, les mecs qui se considéraient alliés féministes ou féministes, qui étaient souvent avec une compagne féministe, eux, ils allaient plutôt me parler de la qualité d'écoute des femmes, un peu tout le travail de care que font les femmes. Donc, c'est-à-dire, elles m'écoutent bien, on peut avoir des discussions profondes que j'ai pas avec les hommes. En gros, c'est ma coach de vie qui m'aide à devenir un Pokémon plus évolué. Il y a un peu de ça, c'est un peu genre la meuf de l'ombre qui va élever son mec, mais sans que ce soit comme un professeur qui se mettrait en avant avec la meuf reste dans l'ombre et élève son gars. Et donc ça, il pensait faire une réponse assez progressiste, mais ça montrait bien qu'il y a quand même ce rôle de coach quand même de la copine qui est toujours là. Et pour les mecs pas féministes ou quoi, là, c'était très simple, le cul, les fesses, les seins. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais après, ils sont en mode oui, voilà. Et puis après, si on se marre bien et tout, mais bon, enfin, quand même qu'elle est bonne, c'est le principal. Parce que après, le reste, je peux l'avoir avec mes potes finalement. Donc, qu'elle soit pas chiante et qu'elle soit bonne. Voilà. Et en plus, les études montrent que les hommes aiment beaucoup les femmes qui rient à leurs blagues, mais n'aiment pas trop les femmes qui font beaucoup de blagues. Et en fait, se méfient globalement d'un surplus d'intelligence féminine. Donc, quand une meuf paraît trop intelligente, il y a menace. Et ça coupe carrément le côté sexy, etc. Après, ils aiment bien avoir une personne suffisante pour avoir des petites discussions, qui les distrait un peu, mais pas trop, quoi. Voilà, donc ça c'était marrant, alors que quand j'ai interrogé des femmes lesbiennes et bi, là c'était extrêmement divers. Déjà on sentait rien qu'à la voix, parce que c'est des personnes qui ont dû se battre pour exprimer ce désir-là, etc. Donc déjà c'est pas pareil, tu vois. Et puis tu t'es beaucoup plus posé la question quand tu te bats pour affirmer ce désir-là qui n'est pas la norme. Mais du coup là il y avait vraiment une tendresse envers les femmes qui était très touchante. Et il y avait ces mots de ben, elles sont très drôles, elles ont une impertinence, un regard sur le monde, même une façon, juste un regard qui est éveillé, une attitude, une allure. Et puis il y avait aussi des femmes qui disaient qu'elles trouvaient que les seins et les fesses c'est beau parce que c'est ok en fait. Le problème n'est pas de trouver que le corps, qu'un certain type de corps est beau. Le problème c'est de limiter l'humanité d'une personne à ces attributs-là. On a tout à fait le droit de trouver quelqu'un de désirable tant qu'on voit aussi l'humanité, enfin qu'on prend en fait l'ensemble, quoi. Donc voilà, c'était assez intéressant de vérifier ça et de voir le fossé vraiment. Mais encore une fois, ça tient aussi au fait que bah, quand tu t'es battu pour affirmer un désir, tu reconnais à quel point il est précieux. Oui, donc les hommes n'aiment pas vraiment les femmes pour leur cerveau, tout simplement. Ah mais non, mais ça, est-ce qu'on est surprise? Non. Oui, mais c'est Voilà. vertigineux. Si on pense aux femmes hétéros qui nous écoutent, qui sont en couple, enfin, c'est vertigineux de se dire que peut-être son mec te déteste et n'aime pas ton cerveau. Enfin, c'est triste. Oui. Bah, Mais tu penses qu'elles le te savent déjà? déteste. Oui, je pense. De toute façon, enfin, en fait, si tu veux vraiment savoir comment est ton mec, tu l'entends parler des autres femmes, pas de Ouais. toi. Tu t'écoutes Mm, comment il parle mm. des autres femmes. S'il est en mode, elle est trop bête, elle, c'est une salope, elle, ouais, elle est hyper superficielle et tout, tu sais que tôt ou tard, il va parler comme ça de toi, en fait. Et je pense que c'est un bon conseil. En vrai, c'est un bon conseil à dire aux meufs hétéros. Check comment ton mec parle des autres femmes et essaye de voir comment il parle des autres femmes avec les mecs. Parce que les mecs, font aussi beaucoup ça, c'est-à-dire qu'ils ont quand même conscience que ce qu'ils font est pas bien, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on a tendance à avoir beaucoup ce discours de les hommes ne sauraient pas le sexisme, ne se poseraient jamais la question, ils seraient complètement naïfs par rapport à ça. C'est complètement faux. C'est bien pour ça que quand ils sont que entre mecs, ils se lâchent en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'avais plein de mecs dans Retour de lit qui m'ont fait mais comment t'as fait pour savoir
Comment t'as fait pour capter en fait nos trucs? Parce que normalement, c'est un peu une règle tacite entre mecs qu'on protège ces zones-là des filles et qu'on ne veut pas qu'elles sachent, tu vois. Et du coup, j'étais là, ben, moi j'ai eu un moment des moments dans ma vie où j'ai été tolérée dans le boys club pour plein de raisons. Et donc, ils se lâchaient comme ils se lâchaient, comme ils se lâchaient avec moi en me considérant comme pas vraiment une femme. De toute façon, comme dit Monique Wittig, les lesbiennes sont-elles des femmes? Mais ça, c'est une autre question. Mais du coup, j'ai eu accès à ces discussions-là et c'est hardcore en fait. Mais le pire, c'est qu'ils jouent aussi une performance. Donc c'est pour ça que la vérité entre les deux, parce que ce qu'ils font dans le boys club euh, n'est pas euh, n'est pas vraiment eux. Et ce qu'ils font quand ils font les lèche-cul avec leur meuf n'est pas vraiment eux. La vérité est un peu au milieu. Parce que moi, je me souviens par exemple d'un pote qui avait dit des atrocités sur son ex. Et moi, ça m'avait énervé. Donc, j'ai pris son portable et j'ai mis. Enfin, c'est horrible, ne faites pas ça. C'est vraiment une connerie que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Mais j'ai mis sous le poste de la meuf avec le profil de ce mec ce qu'il venait de dire à ses potes, tu vois, pour qu'elle sache, tu vois. Mais en vrai, j'aurais pas dû faire ça parce que c'est violent, etc. Mais du coup, et là, il avait trop honte, il avait trop peur, il était vraiment mal, tu vois, parce que il disait ça pour ses potes parce que ça comptait pas, mais c'est pas non plus ce qu'il pensait. Voilà, donc la vérité entre les deux, mais globalement, ouais, c'est ce que ça donne quand t'as passé toute ta vie à te construire en disant je ne suis pas une fillette, je ne suis pas comme ça. Comment désirer sainement après ce qu'on t'a appris à mépriser? C'est une vraie question. Du coup, la question suivante, c'est pourquoi les femmes hétéros acceptent-elles ces relations pourries avec ces mecs qui ne s'intéressent pas à elles, qui ne les aiment pas? Et tout simplement parce que, en vrai, les filles, depuis qu'elles sont toutes petites, on leur apprend que leur validation sociale, ce qui est le plus important pour elles, pour avoir de la reconnaissance sociale, c'est d'être trouvée belle, désirable et mariable ou présentable par les hommes. Et donc, c'est les hommes là où leur goal social, ça va plutôt être de plaire aux autres mecs, de les impressionner, de faire des trucs épatants, etc. Les filles, ça va être d'avoir le mec le plus beau, le mec le plus marrant, etc. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de filles se mettent dans ce rôle un peu de coach, en mode je vais relooker mon mec, je vais lui apprendre à être plus fun, etc. C'est pas que par pur altruisme envers leur mec, c'est aussi parce que plus leur mec est stylé, plus leur truc, plus elles se valorisent au travers d'eux. Donc, tu sais, cette phrase de derrière chaque grand homme, il y a une femme, enfin vraiment, ce truc de le rôle de la femme, ça va être d'être la coach de vie de son mec. Et donc, les meufs, beaucoup se disent que euh, enfin, c'est pas que elles se le disent, c'est même leur famille et tout. J'ai parlé avec des meufs qui sont par exemple autrices, qui ont écrit je sais pas combien de livres, qui ont fait je sais pas combien de projets incroyables. Elles me disent j'ai beau faire tout ça, pour ma famille, ça comptera toujours moins qu'un mariage hétéro, ça comptera toujours moins que le fait que je sois mère. Et des fois, c'est vrai que ça peut être extrêmement dur et pesant pour les femmes de se dire j'ai beau tout faire ce qu'on attend de moi, c'est d'avoir un mec, de me marier, d'avoir des enfants. Et ça, c'est extrêmement paralysant et ça subsiste encore aujourd'hui. C'est pour ça que tu as plein de meufs dans la vingtaine qui vont être archi-féministes, etc. Puis à passer 33 ans, boum, on sait pas ce qui se passe. On revient dans un schéma extrêmement normatif d'un coup. Puis après, genre, elles redeviennent ultra féministes à 45 ans après le divorce. Mais il y a cette espèce de période. Ah ouais, t'en connais? Mais oui, il y en a plein. En vrai, mais féministes à leur Ah ouais, façon, des merde. fois plutôt, enfin, Ouais. après 45 ans, tu vois, plutôt en mode, oh, c'est bon, j'ai donné avec les hommes, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Non, mais ça, je suis d'accord, mais je veux dire, des féministes de 20 ans qui, à 30 ans, se Ah, il y en a rangent, t'en plein. connais aussi. Oui, oui, oui. Ah, il y en a énormément. C'est C'est hyper triste. énormément, énormément, énormément. Enfin, c'est même Ouais, il y a basique. tellement de pression sociale Ouais, que... ouais, ouais. Il y a Ouais. une tellement. Mais après, ils gardent une certaine sensibilité, mais forcément. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les mouvements féministes ont aussi du mal à avoir une espèce de transmission. Et c'est le cas de tous les engagements féminins, parce que même les femmes d'extrême droite ont le même problème, hein. C'est que bah, du coup, après, tu te ranges dans ta vie et du coup, tu laisses ta vie publique de côté. Et donc, tu transmets pas. Et c'est toujours des personnes assez jeunes dans les mouvements féministes. Parce qu'après, t'as plus le temps, tout simplement, vu que tout ça repose sur tes frêles épaules. Voilà. Et donc, c'est tout simplement parce que c'est la pression sociale la plus importante. Et contrairement à ce qu'on croit, ça ne s'arrange pas du tout. C'est pas parce que il y a les Inrock et Télérama qui font des articles sur le fait qu'on aime moins enfin, que le couple est en train de se casser, que voilà, on fait moins d'enfants, etc. J'ai l'impression que le syndrome de la vieille fille, etc. Enfin, des meufs célibataires qui sont restées célibataires toute leur vie, il y en a toujours eu. Elles ont toujours été stigmatisées. Et aujourd'hui, c'est plus un soft power qu'une impératif social. Mais c'est toujours aussi important. Tu vas voir des photos de couples qui font des trucs comme ça, des vidéos où ils font les restaurants. Et en plus, maintenant, il y a une pression qui est telle sur le couple que c'est vraiment genre une espèce de marque sur lequel tu dois investir, investir en restaurant, investir en sortie, investir en trucs. Et puis, en plus, plus tu t'habitues au confort de ton couple,
Et c'est pour ça que le capitalisme adore, plus c'est difficile de revenir en arrière parce que tu as l'impression que ce serait négliger ton couple, etc. Donc il y a tout ce discours-là qui est un peu une fuite en avant vers la consommation et pour essayer de montrer que mon couple il est le plus génial, on a fait tel voyage, on a fait tel resto, on a fait tel truc, et puis quand tu peux pas te le payer, du coup tu complexes, etc. Enfin et c'est vrai, c'est encore un truc qui qui est hyper structurant, mais j'ai quand même dans certains milieux qui sont encore très niches, genre j'ai des amis hétéros, genre par exemple qui voudraient jamais être en relation lesbienne et tout, mais qui sont en mode moi maintenant si je veux acheter une maison, ce sera avec ma meilleure amie, on achètera une maison ensemble, si on veut faire un enfant, on fera un enfant ensemble et on pourra avoir nos mecs à côté, mais le noyau familial, c'est avec ma meilleure amie. Et ça par contre, je trouve que ça reste extrêmement minoritaire, mais ça, c'est hyper novateur. Même si, encore une fois, je pense que dans des individualités, ça a toujours existé, mais c'était peut-être pas politisé, tu vois. Voilà. Ouais. Et du coup, un an après sa sortie, comment ton livre il a été reçu dans les milieux féministes, queer est-ce qu'il a quand même permis à des personnes de sortir de l'hétérosexualité ou de leur relation avec les mecs Ouais, j'ai eu hétéros? des messages de gens qui ont divorcé quand même. De gens qui sont... ouais. Des gens qui sont sortis du placard aussi. Parce que je rappelle... ben, ça, dans le féminisme hétéro, des fois, il y a un peu tendance à l'oublier, et je l'ai vu par rapport à la sortie du livre. C'est que oui, il y a des mecs gays qui étaient au placard et mariés avec des femmes, et des meufs lesbiennes mariées avec des hommes. Ça existe encore aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est un méchant gay ou quoi, c'est parce que, enfin, je veux dire, faut pointer la société du doigt qui amène à ce genre de choses et qui amène à des souffrances extrêmement intenses qui font presque du trauma familial ensuite, parce que c'est des choses qui restent dans les familles et qui sont des secrets qui sont tus, etc. Et qui font souffrir autant la femme que le mec des deux côtés. Voilà. Et donc, du coup, il y a quand même un peu une prise de conscience par rapport à ça. Vraiment, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une super bonne réception et surtout d'avoir un public très large parce que à chaque rencontre que j'ai fait, il y avait à la fois des personnes hétéros, des personnes bi, trans, lesbiennes, gays, beaucoup de personnes gays aussi qui venaient. Et, euh, et ça, c'était super chouette d'avoir un public aussi, enfin, où vraiment tout le monde s'est déplacé, quoi. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas vu sur Nos Amours Radicales, tu vois. C'était beaucoup de femmes hétéros, le public. Là, c'était beaucoup plus divers et je m'en suis rendu compte, du coup. Et parce que finalement, comme ça touche à l'hégémonie, avec ce prisme un peu, du coup, c'est quelque chose où c'est une question qui appelle à une réponse et où tout le monde peut, du coup, se positionner par rapport à cette question parce que bah, l'hégémonie, tu te construis soit en l'imitant, soit en la contrant, mais dans tous les cas, t'as quelque chose à en dire, tu vois. Donc, comme tout le monde a envie de dire quelque chose sur la bourgeoisie, et pour moi, les hommes sont la bourgeoisie du genre, tu vois. Donc, Ouais, parce que du coup, t'as coécrit un autre livre, Nos Amours Radicales, avec d'autres autoristes. T'avais déjà écrit un peu sur ce sujet, non? Ou t'avais écrit sur quoi mon pour texte, le alors, texte? ça fait longtemps que je l'ai pas relu, mais c'est un peu sur. Moi, j'insiste aussi beaucoup sur comment l'héritage chrétien, il nous modèle et il nous modèle même dans les milieux de gauche, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un aveuglement. En mode, justement, on est tous laïcs, on est tous athées. D'accord, oui, mais tu as hérité de ces normes et valeurs, tu as hérité de ça, et t'en as même pas conscience, du coup. Et des fois, je vois dans les milieux militants se reproduire des choses. J'ai l'impression d'être, de retourner au catéchisme. Genre, enfin, tu vois, avec ce truc de limite la confession, tu vois, genre le fait de dire je suis une femme, si c'est hétéro, je suis privilégiée sur ça, enfin, on se croirait à la confession avec le prêtre. Et tu vois, des petits trucs comme ça où je suis en mode non, mais ça, c'est un truc de catho, tu t'en rends pas compte. Donc, déjà, dans mon texte Nos Amours Radicales, j'en parlais, mais maintenant, c'est un texte que j'assume plus trop, honnêtement. Parce que j'étais très jeune, j'avais 21 ans quand je l'ai écrit. Et, euh, Ah et en vrai, ouais. bon, il est pas mauvais, mais juste, j'ai beaucoup évolué depuis, quoi. Oui, bah, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte qu'on n'est plus d'accord avec ce qu'on a dit Ouais. il y a un an et que j'écouterai cet épisode dans 10 ans et je ferai pardon. Mais en fait, enfin c'est normal. Et moi, je me rappelle de ton texte, il était très bien d'ailleurs. Mais du coup, j'ai l'impression que ton nouveau livre, enfin, les hommes hétéros le sont-ils vraiment il est sorti il y a un an. J'ai l'impression qu'il a eu un énorme écho. Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que tu as des chiffres de vente? Est-ce que tu es contente de ce que ça a donné ou je sais pas. Ouais, en vrai, pour l'instant, j'ai pas de chiffres fixes, je sais pas trop. Mais oui, il a eu un gros écho et surtout, il a réussi à sortir un petit peu du milieu ultra militant. Voilà. Ah ouais. Du coup, pour le meilleur, pour le pire, parce que forcément, il est tombé dans les mains de meufs de 40 ans, mariées, quatre enfants, tu vois. Donc, mais en vrai, et puis même, il a tourné sur pas mal de médias parce que j'ai une très bonne attachée de presse aussi. Mais en vrai, T'as fait des gros médias en fait. non, j'ai pas, j'ai par exemple, j'ai pas fait de télé,
Mais il a tourné, ouais. Il a vachement tourné, mais il a beaucoup tourné par bouche à oreille, parce qu'en plus, il n'a pas été tant distribué Hmm. que ça en librairie, parce qu'il a été envoyé trop Ok. tard. Enfin bref, il y a eu des problèmes, donc du coup, il n'a pas été si bien distribué. Mais juste, j'ai eu beaucoup de chance qu'il marche par le bouche à oreille. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il n'y avait pas trop de livres sur ça. On arrivait à un moment où il y avait beaucoup, beaucoup de Hmm. livres féministes, du coup, il y avait une petite lassitude. Mais ça, je pense que des gens se sont dit, ah bah tiens, c'est intéressant, c'est un peu frais, entre guillemets. Donc voilà, en vrai, je suis super contente de tous ces retours et j'espère qu'il va s'inscrire dans la durée parce que c'est toujours ça l'enjeu, quoi. Bah, félicitations en tout cas. Et, Merci. euh, et je pense que bah, c'est grâce à toi aussi, tu l'as porté pendant un an. Là, tu Mm. m'as dit que t'allais peut-être arrêter la promo au bout d'un moment, mais c'est toi qui l'as porté, c'est toi qui a répondu à toutes ces interviews, donc c'est comme ça qu'un livre marche. Mais bon, tu viens de dire qu'il y avait aussi une attachée de presse qui est super. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Oui, bah c'est sûr que par contre, je l'ai beaucoup porté et j'ai mis énormément d'énergie dans la promo parce que ça me tenait à cœur. Et puis, j'ai aussi beaucoup poussé pour aller dans des lieux alternatifs et tout, ce que la Thèse n'a pas trop l'habitude de faire. Donc je les ai, genre c'était marrant de voir la Thèse au Saint-Sauveur, qui a un bar anarchiste, ou la Thèse, tu vois, dans un petit tiers-lieu au fin fond de la France. Enfin, ça c'était marrant parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de faire ça, mais ça me tenait à cœur quand même que ça reste pas que le livre circule dans des espaces un peu moins conformistes. Donc franchement, je suis assez contente et même je suis contente aussi d'avoir choisi une maison comme la Thèse pour que des idées queer puissent intégrer l'hégémonie parce que pour moi il faut que une partie des textes reste pour nous communautairement et soit un peu notre trésor à nous, mais je pense qu'une autre partie quand c'est des questions comme ça où tout le monde peut se reconnaître peut aller chercher l'hégémonie. Enfin, je pense qu'il faut un peu tabler sur les deux et moi je fais le choix là de tabler sur un public plus large que la communauté queer féministe et j'en suis très contente. Même si tu vends des livres, enfin là pour l'instant, toutes les ventes que j'ai fait, je saurai en juin parce qu'on a payé un an et demi après la sortie du livre, faut le Ouais. savoir. Et du coup, ça sera toujours pas un SMIC sur un an alors que j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire. Donc c'est très précaire l'écriture parce que je dis ça parce que je pense que des fois les gens pensent que parce qu'on a eu un peu de succès avec le livre, on est à l'abri et tout. Pas du tout. Surtout quand on écrit des sciences humaines féministes. En France, il y a 150 personnes qui vivent de leur écriture, faut le savoir. C'est un milieu très compliqué, mais qui offre en même temps une liberté et beaucoup de kiff, quoi. Mais voilà. Je confirme. Pour finir, je voulais savoir sur quoi tu bosses maintenant, si tu avais un dernier conseil à donner, une recommandation culturelle ou juste nous parler de tes prochains projets. Ouais, recommandations culturelles, là, tout de suite, ça me vient pas. Mais pour mes prochains projets, du coup, j'ai un mémoire universitaire à finir de rendre, puisque je l'ai rendu en décalé à cause du livre. Voilà. Et après, continue à travailler pas mal sur le fémonationalisme. Et on verra si ça donne un projet de livre ou pas. Ce sera pas que sur le fémonationalisme, mais ce sera plus sur les femmes cette fois, disons, de façon générale. Ton mémoire, il est sur le fémonationalisme? Ouais, le premier, c'était sur le collectif Némésis, qui est un collectif d'extrême droite qui se revendique féministe. Et le deuxième, je peux pas le dire pour l'instant, mais ça touche à ces questions-là. Ouais. Est-ce que tu peux définir ce terme pour les gens qui connaissent pas? Le fémonationalisme, c'est l'instrumentalisation de la cause féministe et des questions de genre pour servir un projet nationaliste, excluant, raciste. Donc, ça peut être l'extrême droite qui le fait, mais ça peut être aussi la gauche, par exemple, le PS, qui a fait émerger beaucoup de thématiques fémonationalistes en liant, en gros, enfin, en disant en gros qu'il y aurait un patriarcat plus dur, plus menaçant pour les femmes, qui serait celui des hommes racisés, et que ça devrait être la priorité du féminisme de s'attaquer aux hommes racisés. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc de Chiappa, Borne, Aurore Berger, je sais même pas si on peut parler de fémonationalisme parce que là c'est assumé que c'est un projet réactionnaire, mais un peu, mais voilà, et enfin, ça date de tout le temps où il y a eu des féministes blanches, il y a eu du fémonationalisme entre guillemets, puisque Hubertine Auclair par exemple en France militait beaucoup pour le droit de vote des femmes en disant que des sauvages comme des hommes noirs avaient déjà le droit de vote et du coup que ça plaçait les femmes blanche en dessous des hommes noirs, donc qu'on était vraiment, enfin voilà, bref, vous avez compris l'idée. Donc ça a toujours existé, mais ça a pris en ampleur au fur et à mesure qu'il y a eu des instances pour gérer les femmes à l'échelle internationale, genre ONU, Oxfam, etc. Parce que du coup, forcément,
les enjeux, c'est en quelle langue ça va être publié, souvent en anglais, à quel pays on s'adresse, etc. Et du coup, ça fait une espèce de international pensée du point de vue occidental qui normalise encore plus l'impérialisme occidental. Voilà, donc c'est très complexe, mais c'est hyper intéressant et c'est un peu vertigineux aussi, parce que forcément, ça nous remet en question, nous aussi, en tant que personnes blanches. Et du coup, c'est très dur de pas hurler tout le temps, parce que là, avec l'actualité, on est saturé de ça, que ce soit par rapport au traitement de ce qui se passe à Gaza, que ce soit par rapport à même aux fins potentiellement aux fins de droit du sol à Mayotte, où les femmes, du coup, sont hyper instrumentalisées pour arriver à la fin de droit du sol. Enfin, en fait, il y a trop de trucs où j'ai tout le temps envie de hurler parce que je vois les ficelles et que j'ai pas forcément le temps de faire des posts ou des articles hyper fouillés parce que c'est un sujet compliqué. Et du coup, j'ai envie de hurler, mais si je hurle, les gens vont pas forcément comprendre toute la complexité du truc qui me fait hurler. Et ça, c'est très frustrant, mais j'aurai le temps de déplier ça plus tard, on va dire. Voilà. Oui, et puis tu n'as que 25 ans, donc je pense qu'on a encore de belles années à te lire. Ton compte Instagram, c'est Ouais. Mécréante, on l'a même pas Oui. dit. C'est très connu. Et pour finir, je voulais dire aussi comment on se connaît. Bah, on se connaît pas, je crois. Là, on fait une visio, donc on n'est même pas l'une en face de l'autre. Moi, je te suis sur les réseaux par ton travail, mais je crois que tu connaissais pas Si, forcément un petit peu. Sologamy Enfin, avant de faire. en tout cas, j'avais suivi tes aventures à pied, un peu. Ah, ok. Trop bien. Bon, bah, on se connaît finalement sur les réseaux. Merci Léane. Et merci à toi. De rien. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeuristes, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous êtes un homme hétéro? Je pense pas, il y en a pas beaucoup qui écoutent le podcast. Est-ce que vous en côtoyez dans votre vie? C'est plus possible. Que pensez-vous de leur bromance avec d'autres hommes et de leur mépris des femmes? Avez-vous lu le livre de mon invité, que je vous recommande chaudement? Écrivez-nous pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Si vous écoutez Sologamy sur Spotify, vous pouvez aussi donner votre avis directement sur la page de l'épisode. Aujourd'hui, je vais citer Joanne, qui m'a écrit sur Instagram le 10 octobre 2023 pour réagir à l'épisode 33 de Sologamy qui s'appelle Je me masturbe. Joanne écrit: Je regardais ta vidéo d'annonce de ton nouvel épisode de podcast sur la masturbation en marchant dans la rue. Je faisais un grand sourire en mode ouais, le womanizer TMTC. Et là, je lève les yeux et un mec qui croisait mon chemin me fait un grand sourire en retour. Il serait surpris d'apprendre qu'une femme qui sourit dans la rue n'est pas forcément en train de séduire. En l'occurrence, je célébrais juste avec moi-même la badassitude des meufs et le fait qu'elles n'ont besoin de personne. Super épisode au passage. Bah merci Joanne, tu gères de ouf. Et puis ça m'a fait beaucoup rire ton message. Voilà, donc vous pouvez donc commenter ce podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux ou soutenir financièrement le podcast sur Patreon. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sologamy. Et puis au revoir Léane. Au revoir, merci beaucoup.